Ma propre mère s'est levée en plein tribunal, m'a pointé du doigt et a hurlé que j'étais mentalement inapte. Je n'ai pas dit un mot. Puis la juge s'est penchée en avant et a posé une seule question à l'avocat de ma mère, et tout a basculé. Ma mère n'a pas hésité. Elle s'est levée au milieu de la salle d'audience du tribunal judiciaire, m'a désignée directement et a dit d'une voix forte et claire, « Elle est mentalement inapte, elle l'a toujours été. » Le mot inapte est tombé comme un verdict avant même que la juge n'ait parlé. J'étais assise à la table de la défense au tribunal de Tours. Mes mains étaient croisées sagement devant moi, mon dos bien droit, mes yeux fixés sur une petite rayure sombre sur la surface en chêne du bureau. Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'ai regardé personne. J'avais appris il y a longtemps que le moyen le plus rapide de perdre le contrôle était de réagir. Des murmures ont parcouru la salle. Quelqu'un a bougé nerveusement au dernier rang. Un stylo est tombé sur le sol. Ma mère a continué. Elle est instable, elle est trop émotive, on ne devrait jamais lui permettre de gérer de l'argent, et encore moins d'hériter d'un domaine. Je suis restée silencieuse. Pas parce que j'étais faible, pas parce qu'elle avait raison, mais parce que le silence était la seule chose à laquelle elle ne s'était pas préparée. La juge Éléonore Vasseur siégeait derrière son bureau, son expression indéchiffrable. Elle avait une soixantaine d'années, des cheveux argentés tirés en un chignon serré et des lunettes posées bas sur son nez. Elle a laissé ma mère parler sans l'interrompre. Cela seul me disait que cette audience ne serait pas courte. Je m'appelle Élodie Morel. J'avais 34 ans et selon la femme qui m'avait mise au monde, je n'étais plus apte à contrôler ma propre vie. L'audience était censée porter sur la succession de ma grand-mère. C'était la raison officielle de notre présence à tous. Mais tout le monde dans cette pièce savait qu'il ne s'agissait pas vraiment d'argent. Il s'agissait de contrôle, d'humiliation, de réécriture de l'histoire en public. Ma grand-mère, Renée Morel, était décédée 8 mois plus tôt dans sa petite maison sur les bords de la Loire. Elle s'était éteinte paisiblement dans son sommeil. Je lui tenais la main quand c'est arrivé. Elle m'avait élevée quand le mariage de mes parents avait volé en éclats. Elle préparait mes goûters, m'aidait pour mes devoirs, m'apprenait à tenir un livre de comptes avant même que je sois en âge de conduire. Elle m'avait tout légué. 3 semaines après les obsèques, ma mère a contesté le testament. 6 semaines plus tard, elle a déposé une requête en urgence affirmant que j'étais mentalement inapte et exigeant qu'un tuteur soit nommé immédiatement, elle-même en l'occurrence. Ce simple dépôt a suffi à geler la succession, à bloquer le processus notarial et à endommager discrètement ma carrière. Mon cabinet m'a placé en congé administratif en attendant une révision de mon dossier. Les clients ont cessé de rappeler. Les collègues évitaient les conversations embarrassantes. Personne ne m'accusait ouvertement, mais personne ne me défendait non plus. Le doute n'a pas besoin de preuves, il a juste besoin d'espace. Maintenant, ma mère se tenait au tribunal, calme et posée, me décrivant comme un problème de toujours. Elle parlait d'inquiétude, de peur, de responsabilité. Elle s'exprimait comme une femme essayant de sauver sa fille d'elle-même. Quiconque ne connaissait pas notre histoire aurait pu la croire. Elle a terminé sa déclaration et s'est rassise en lissant sa veste de tailleur comme si elle venait de livrer un discours répété et bien accueilli. Son avocat, Maître Vallet, a fait un léger signe de tête, satisfait. La juge Vasseur a enfin pris la parole. Mademoiselle Morel, a-t-elle dit en tournant son attention vers moi, souhaitez-vous répondre à ces allégations? La salle a retenu son souffle. J'ai secoué la tête une seule fois. Non, Madame la juge. Le silence qui a suivi était plus lourd que des cris. La juge Vasseur m'a étudié un instant de plus que nécessaire, puis s'est tournée vers Maître Vallet. Maître, a-t-elle dit d'un ton égal, avant de poursuivre, puis-je vous poser une question? L'avocat s'est redressé. Bien sûr, Madame la juge. Elle s'est penchée légèrement en avant. Avez-vous vraiment la moindre idée de qui est cette femme? Il a cligné des yeux. C'est une comptable, elle travaille dans la région. La juge n'a pas répondu tout de suite. Son regard est revenu vers moi, puis vers ma mère, puis encore une fois vers l'avocat. Quelque chose dans son expression a changé. Pas de la colère, pas de la sympathie, mais de la reconnaissance. Et c'est là que j'ai compris quelque chose que ma mère ignorait.
Elle pensait que cette audience servait à me prendre quelque chose. Elle n'avait aucune idée qu'il s'agissait de révéler qui elle était vraiment. Parce qu'alors qu'elle racontait des histoires, j'avais accumulé des preuves. Et cette salle d'audience, ce moment, n'était que le début. Ma mère n'avait pas choisi ses accusations au hasard. Elle savait exactement où viser. Quand elle m'a traité d'instable mental au tribunal, elle n'inventait pas une histoire de toutes pièces. Elle puisait dans quelque chose de réel, d'ancien, de fragile et de profondément personnel, quelque chose qu'elle savait que je ne voudrais jamais voir exposé à la lumière. Parce qu'une fois, il y a très longtemps, j'avais été brisée. J'avais 14 ans quand mes parents ont divorcé. Ce n'était ni calme, ni civilisé, ni mutuel. C'était explosif. Des disputes qui traversaient les murs, des portes claquées assez fort pour faire trembler les fenêtres. Puis un matin, mon père a fait sa valise et a quitté la région. 2 mois plus tard, ma mère s'est remariée. 3 mois après cela, elle a cessé de m'appeler sa fille. Elle ne s'est pas battue pour la garde. Elle ne demandait pas comment j'allais. Elle ne venait pas aux événements scolaires, aux anniversaires ou aux fêtes. J'étais devenu un inconvénient dont elle s'était déjà débarrassée. Je suis allée vivre avec ma grand-mère, Renée, à Amboise. De l'extérieur, cela ressemblait à un sauvetage, et à bien des égards, ça l'était. Mais en moi, quelque chose s'était déjà fissuré. J'ai arrêté de dormir. J'ai arrêté de manger correctement. Je pleurais dans des endroits où personne ne pouvait me voir. Un conseiller d'orientation s'en est aperçu et a suggéré quelques séances pour m'aider à m'adapter. J'ai parlé, j'ai pleuré. J'ai appris des mots comme abandon et manque d'estime de soi avant même d'avoir l'âge de voter. Puis, lentement, je suis allée mieux. Ce que ma mère a fait ensuite est une chose que je n'ai comprise que des années plus tard. En tant que tutrice légale à l'époque, son nom restait sur mes dossiers, mes formulaires d'admission, mes notes de suivi psychologique, mes documents administratifs. Elle n'a jamais demandé de copie à l'époque. Elle n'en avait pas besoin. Elle les a gardés comme des munitions. Lorsqu'elle a déposé sa requête des décennies plus tard, ces vieux documents ont refait surface, dépouillés de leur contexte, dépouillés du temps passé, dépouillés de la guérison. Une adolescente effrayée est devenue un schéma de vie instable. Une douleur temporaire est devenue une pathologie chronique. Elle savait que personne ne lirait attentivement. Elle savait que personne ne demanderait ce qui s'était passé après, car les allégations crient plus fort que les explications. Au moment où les papiers du tribunal m'ont atteinte, ma vie s'effilochait déjà de manière silencieuse et humiliante. Mon cabinet m'a convoqué dans une salle de conférence un après-midi. Pas d'accusation, pas de voix haute, juste un langage prudent, responsabilité, réputation, image de marque. Il me croyait, disait-il, mais la croyance n'était pas la question. Le risque l'était. Je n'ai pas été licenciée, j'ai été mise sur la touche. Plus de nouveaux dossiers, plus de témoignages d'experts, plus de travail d'importance. 7 ans de crédibilité bâtie, effacés par un seul document. À la maison, les dégâts se propageaient aussi. Mon compagnon, Damien Lefebvre, a essayé d'être solidaire. Il a vraiment essayé. Il venait d'une famille où les problèmes se résolvaient en discutant au dîner, où les parents n'utilisaient pas le passé comme une arme. Au début, il me disait que tout irait bien, que la vérité finit toujours par éclater. Puis ses parents ont commencé à poser des questions. Puis des amis ont posé des questions prudentes et gênantes. Puis un soir, assis en face de moi à la table de la cuisine, Damien a dit quelque chose qui a tout changé. « Pourquoi n'acceptes-tu pas simplement de passer une évaluation psychologique ?» a-t-il demandé doucement, juste pour leur prouver qu'ils ont tort. Je l'ai regardé fixement. Pas parce que je ne comprenais pas la logique, mais parce que je comprenais l'implication. Si j'acceptais, je validais l'accusation. Si je refusais, j'avais l'air coupable. Ma mère m'avait piégé parfaitement. Ce soir-là, Damien est parti après notre première véritable dispute. Je suis restée seule dans mon appartement, fixant une photo encadrée de ma grand-mère à ma remise de diplôme. Elle avait 73 ans sur cette photo, rayonnante comme si je venais de conquérir le monde. Elle avait l'habitude de dire « les gens mentent, les chiffres pas ».
Je me suis accrochée à cette pensée alors que tout le reste glissait. Ce que ma mère ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'alors qu'elle construisait un récit, j'observais discrètement des schémas. Elle connaissait mes points faibles émotionnels. Elle connaissait mon histoire. Mais elle ne connaissait pas ma formation. Elle ne savait pas que j'avais passé des années à traquer les fraudes, à suivre les pistes de documents, à regarder les menteurs s'effondrer sous leurs propres incohérences. Elle pensait m'entraîner de force dans le passé. Ce qu'elle faisait réellement, c'était me pousser dans mon élément. Parce qu'une fois qu'on comprend comment quelqu'un essaie de nous blesser, on commence à se demander pourquoi. Et quand j'ai enfin posé cette question, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Il ne s'agissait pas des volontés de ma grand-mère. Il ne s'agissait même pas de moi. Il s'agissait de désespoir. Et le désespoir laisse toujours une trace. La première chose que j'ai faite a été d'arrêter d'essayer de m'expliquer. Les explications étaient émotionnelles. Les chiffres ne l'étaient pas. Ma grand-mère avait ajouté mon nom à son compte bancaire principal 2 ans avant sa mort. Elle disait que c'était par commodité, pour que je puisse l'aider à payer les factures si son arthrite s'aggravait ou si conduire devenait difficile. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Maintenant, ce petit détail devenait la seule raison pour laquelle je pouvais voir ce que les autres ne voyaient pas tard un soir, bien après le départ de Damien et alors que l'appartement était devenu silencieux, je me suis connectée au compte. Je me disais que je vérifiais simplement les soldes. Je me disais que je cherchais à me rassurer. Au lieu de cela, j'ai trouvé des questions. Au premier coup d'œil, tout semblait normal. Paiement d'électricité, taxes foncières, courses, frais de pharmacie. Ma grand-mère avait toujours été prévisible, méticuleuse. Elle payait les mêmes factures presque aux mêmes dates chaque mois. Puis j'ai élargi la période. J'ai extrait les relevés des 2 dernières années de sa vie et je les ai mis dans un tableau. J'ai trié les dépôts et les retraits. J'ai mis des codes couleurs par catégorie. C'était un automatisme, quelque chose que j'avais fait des centaines de fois auparavant pour d'autres personnes. C'est alors que le schéma est apparu. Cette retrait d'espèces, pas des chèques, pas des virements, de l'argent liquide. Il ne correspondait à aucune dépense régulière. Pas d'électricité, pas de facture médicale, pas de réparation domestique, juste de gros montants ronds, 4 000, 6 000, 12 000 euros, retirés à des intervalles irréguliers. Je les ai surlignés et je me suis adossée à ma chaise. Total 48 200 euros. Mon pouce est accéléré, mais je me suis forcée à ralentir. Une anomalie est une coïncidence. 2 sont une curiosité. 7 constitue une intention. J'ai ensuite consulté l'agenda de ma grand-mère. Elle notait tout par écrit. Rendez-vous chez le médecin, réunion à l'église, même les visites amicales. J'ai croisé les dates des retraits avec ces notes. Chaque retrait avait eu lieu dans les 3 jours suivant une visite de ma mère. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. C'était le moment où la plupart des gens paniqueraient ou pleureraient ou appelleraient quelqu'un au milieu de la nuit juste pour entendre une voix. J'ai fait du café parce que la panique obscurcit le jugement et le jugement était la seule chose que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Je ne savais pas encore comment l'argent avait été pris. Seulement qu'il l'avait été et cela signifiait qu'il y en avait plus car les gens qui volent une fois s'arrêtent rarement. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Amboise. La maison de ma grand-mère sentait encore comme elle. La lavande et le vieux papier. Je m'y suis déplacée lentement, ouvrant les tiroirs, les placards, les dossiers, sans fouiller, sans me précipiter, juste en observant. Au début, j'ai pensé que sa tenue de registre s'était dégradée vers la fin. Des reçus manquants, des enveloppes sans étiquette, des papiers en désordre. Puis une pensée plus glaciale s'est installée. Et si le désordre n'était pas accidentel? J'ai vérifié les endroits évidents en premier. Le classeur, les tiroirs du bureau, le petit coffre-fort dans son armoire. Rien de définitif. Et puis je me suis souvenu du coffre à la banque, au centre-ville d'Amboise. Elle y avait ajouté mon nom des années plus tôt après une petite alerte de cambriolage dans le quartier. Je l'avais aidé à y ranger des bijoux et des documents importants. Après cela, la vie avait repris son cours. J'avais complètement oublié son existence.
Le directeur de la banque a reconnu son nom immédiatement. Il était gentil, professionnel. Il n'a pas posé de questions. Le coffre était plus lourd que ce à quoi je m'attendais. À l'intérieur se trouvaient les choses dont je me souvenais, des bijoux, des documents, des bons d'épargne, et une chose dont je ne me souvenais pas, un journal en cuir marron. La première entrée datait de 14 mois avant sa mort. Je me suis assise sur le petit banc à l'intérieur de la salle des coffres et je l'ai ouvert. L'écriture était ferme au début, familière, réconfortante. Elle écrivait que ma mère appelait de manière inattendue, parlait d'excuses, d'une envie de renouer le contact. Elle écrivait qu'elle n'avait pas totalement confiance, mais qu'elle était fatiguée et que l'espoir peut être persuasif. Au fil des entrées, le ton changeait. Des montants apparaissaient, des dates, de courtes notes écrites avec une précision croissante. Je lui ai donné de l'argent aujourd'hui, elle a dit que c'était urgent, elle m'a demandé de signer des papiers, j'étais confuse. Mes mains ont commencé à trembler. Ce n'était pas des divagations. Ce n'était pas de la confusion. C'était de la documentation. Ma grand-mère savait que quelque chose n'allait pas. Et au lieu de s'y confronter, peut-être par honte, peut-être par peur, elle avait fait la seule chose qu'elle avait toujours faite quand quelque chose n'avait pas de sens. Elle l'avait écrit. Au moment où j'ai atteint les dernières pages, je ne cherchais plus de réponse. Je collectais des preuves. J'ai refermé le journal avec soin et je suis restée assise là plus longtemps que prévu, respirant l'air frais et confiné de la chambre forte. Quelque part au loin, j'entendais les sons étouffés de la banque continuant ses activités comme si de rien n'était. J'ai réalisé alors que cette histoire, la vraie, était plus grande que moi. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, en prêtant attention aux détails discrets au lieu d'attendre des explosions, vous comprenez probablement pourquoi cela compte. Parce que la vérité s'annonce rarement d'elle-même. Elle attend d'être remarquée. J'ai quitté la banque avec le journal sous le bras et une unique certitude terrifiante installée dans ma poitrine. Ma mère n'avait pas seulement menti sur mon compte. Elle avait volé sa propre mère. Et maintenant, qu'elle le sache ou non, elle avait invité la pire personne possible à regarder de plus près. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que j'avais peur, mais parce que la peur avait enfin été remplacée par quelque chose de plus tranchant. La concentration. Ce genre de tension qui s'installe derrière les yeux et refuse de lâcher prise. Le journal me disait ce qui s'était passé. Il ne me disait pas encore comment. Au matin, j'étais de retour à la table de la salle à manger de ma grand-mère. Les papiers étaient étalés en rangées soignées, relevés bancaires, notes d'agenda, photographies que j'avais prises des pages du journal. J'ai travaillé comme je le faisais toujours, méthodiquement, sans supposition. C'est là que j'ai remarqué le vide. Il y avait des retraits que je pouvais désormais expliquer. Mais il y avait une période où l'activité du compte était soudainement devenue fluide. Trop fluide. Paiement regroupé, transfert propre, presque professionnel. Quelqu'un avait pris le contrôle. Je suis retournée à la banque avant le déjeuner et j'ai demandé des copies de chaque document d'autorisation lié au compte de ma grand-mère. Cela a pris plus de temps que d'habitude. Des approbations supplémentaires, une conversation discrète derrière un bureau vitré. Quand le dossier a enfin atterri devant moi, j'ai senti une certitude froide m'envahir. Elle était là, une procuration datée de 9 mois avant le décès de ma grand-mère, accordant une autorité financière totale à Monique Leroux. Au premier coup d'œil, cela semblait légitime, le formatage était correct, le langage juridique approprié, la signature semblait familière. Mais je n'ai pas regardé la signature en premier. J'ai regardé l'authentification. Le cachet appartenait à un notaire nommé Maître Moretti. Je connaissais ce nom, pas personnellement, mais professionnellement. Je l'avais déjà vu dans un contexte différent des années auparavant, dans une affaire impliquant des documents mal enregistrés. Maître Moretti avait pris sa retraite discrètement. Son habilitation notariale avait expiré plus de 3 ans auparavant. J'ai vérifié à nouveau la date sur le document. La procuration avait été authentifiée après son départ à la retraite. J'ai expiré lentement. Ce n'était pas une zone grise. Ce n'était pas une technicité. C'était un crime grave. La signature était peut-être réelle,
signé un mauvais jour sous la pression par une femme qui faisait confiance à la mauvaise personne. Mais l'authentification était une fabrication totale. Quelqu'un avait pris un vieux tampon et s'en était servi pour donner à une autorité illégale une apparence réelle. J'ai scanné le document et je l'ai envoyé à mon avocate, maître Hélène Ward, avec une seule ligne. Ceci ne devrait pas exister. Elle m'a appelé dans les 5 minutes. Où as-tu trouvé ça? A-t-elle demandé. À la banque, ai-je répondu, c'est déjà dans leur dossier, ça a été utilisé. Il y a eu un silence. Puis, Élodie, cela change tout. Elle avait raison. Jusqu'à ce moment, l'affaire de ma mère était cruelle mais civile, des mensonges, de la manipulation, une diffamation de caractère. Ce document transformait tout en affaire criminelle. Hélène m'a dit de ne confronter personne. Pas ma mère, pas son avocat, pas la banque. Elle a dit que nous devions les laisser croire que leur histoire était encore intacte. Les gens qui pensent gagner font des erreurs, a-t-elle ajouté. Alors, j'ai attendu. Et pendant que j'attendais, j'ai creusé plus profondément. J'ai extrait les dossiers liés à la procuration, les transactions autorisées sous son couvert, les changements d'accès au compte, les schémas temporels. Le nom de Laurent Girard, mon beau-père, apparaissait sans cesse, pas comme signataire, pas comme propriétaire, mais comme destination. Des fonds déplacés, des comptes liés, des transferts à court terme qui disparaissaient rapidement. Ce n'était pas seulement ma mère. Ça ne l'est jamais. Ce soir-là, Damien est venu discrètement, ne sachant pas s'il était le bienvenu. Je lui ai montré le document. Je lui ai montré les dates, le tampon, l'incohérence. Il n'a pas interrompu. Il n'a pas essayé de réparer les choses. Il est juste resté assis là à lire. Quand il a levé les yeux, sa voix était différente. Il pensait que tu ne remarquerais rien, a-t-il dit. Oui, j'ai répondu, et il pensait que personne ne me croirait si je le faisais. Le lendemain, Hélène a déposé notre réponse au tribunal. C'était intentionnellement ennuyeux. Nous nions les allégations. Nous affirmions ma compétence. Nous demandions une audience. Pas de pièce à conviction, pas de demande reconventionnelle, pas de feu d'artifice. Je voulais qu'il soit détendu. 2 semaines plus tard, ma déposition a été programmée. Maître Vallet a posé des questions prévisibles. Éducation, emploi, antécédents de santé mentale. J'ai répondu avec prudence, de manière minimale, sincère, mais sans donner de contexte. Je regardais ma mère sur l'écran vidéo dans le coin. Sa posture se relâchait, ses lèvres s'étiraient légèrement vers le haut. Elle pensait que je craquais. Elle n'avait aucune idée que j'accumulais les preuves car pendant qu'ils se concentraient pour prouver que j'étais instable, ils ne surveillaient pas leurs propres pas. Et chaque tampon falsifié, chaque retrait précipité, chaque supposition imprudente s'alignait pour devenir quelque chose de bien plus dangereux qu'un héritage perdu. Cela devenait un schéma. Et les schémas ne racontent pas seulement des histoires, ils condamnent. Jusqu'à ce point, j'avais traité ma mère comme le centre de tout. Sa voix, ses accusations, son intérêt soudain pour de l'argent dont elle ne s'était pas souciée pendant des décennies. Mais une fois que j'ai étalé tous les documents devant moi, relevés bancaires, autorisations, journaux de transfert, j'ai commencé à voir ce qui m'avait échappé. Ma mère faisait du bruit. Le vrai travail avait été silencieux. Le nom de Laurent Girard apparaissait encore et encore. Jamais là où cela aurait été évident. Pas sur les dépôts au tribunal, pas sur la procuration, pas comme bénéficiaire. Toujours à côté. Un compte lié ici, un transfert à court terme là, des fonds passant par lui et disparaissant avant que quelqu'un regardant distraitement ne s'en aperçoive. Laurent était mon beau-père, l'homme que ma mère avait épousé 3 mois après le divorce de mes parents. L'homme qui ne m'avait jamais élevé, ne m'avait jamais appelé, n'avait jamais prétendu s'intéresser à moi, mais il était toujours là, juste en dehors du cadre. J'ai commencé par les registres publics. Laurent possédait 3 petits locaux commerciaux à Tours, ou du moins c'était le cas. Au cours des 4 dernières années, 2 avaient été refinancés. Un avait été discrètement vendu. Des hypothèques étaient apparues, puis avaient disparu. Les créanciers tournaient comme un carrousel. Ce n'était pas un effondrement brutal, c'était une lutte acharnée.
Les gens ne commencent pas soudainement à voler leur famille à moins de manquer de temps. J'ai ensuite consulté les registres des entreprises. Ces sociétés changeaient légèrement de nom au fil des ans. De nouvelles SARL, les mêmes adresses, les mêmes numéros de téléphone, le même comptable, les mêmes vieilles astuces. Plus j'allais en profondeur, plus cela devenait clair. Laurent ne planifiait pas, il réagissait. Et quand la pression montait, il cherchait des personnes vulnérables ayant accès à de l'argent. Comme une femme âgée qui voulait croire que sa fille avait changé. Pourtant, la suspicion ne suffisait pas. J'avais besoin d'une confirmation. Cette confirmation est arrivée sous la forme d'une demande de message à laquelle je ne m'attendais pas. Sophie Girard, la fille de Laurent issue de son premier mariage. Elle avait soumis une déclaration signée soutenant la requête de ma mère, affirmant que j'avais toujours semblé instable et irresponsable. Selon le dossier du tribunal, cette déclaration avait du poids. Elle voulait me voir. Mon avocate me l'a déconseillé immédiatement. Cela pourrait être un piège, a dit Hélène, tout ce que tu diras pourrait être déformé. Elle avait raison. Mais je me souvenais de quelque chose lors de la déposition. Quand le nom de Laurent avait été mentionné, Sophie avait détourné le regard de la caméra. Pas par hasard, pas par politesse. Instinctivement, j'ai accepté de la rencontrer sur un terrain neutre, un café en bordure d'autoroute entre Amboise et la ville. Public, ordinaire, sûr. Sophie est arrivée en avance. Elle paraissait plus mince que sur sa photo. Fatiguée. Ses mains ne s'arrêtaient jamais de bouger, remuant un café qu'elle ne buvait pas, pliant des serviettes, tapotant le bord de la table. Elle n'a pas commencé par des excuses. Elle a commencé par l'honnêteté. C'est mon père qui a écrit cette déclaration, a-t-elle dit doucement, il m'a dit de la signer. J'ai attendu. Il a dit que ce n'était que de la paperasse, a-t-elle continué, il a dit que tu ne la verrais jamais. Je lui ai demandé pourquoi elle avait accepté. Elle a hésité, puis a regardé son poignet, le touchant légèrement comme si elle vérifiait quelque chose d'invisible. Il a dit que je lui devais bien ça. C'était tout ce qu'elle avait besoin de dire. Sophie m'a parlé de la mère de Laurent, Élise Girard. Elle vivait dans un établissement spécialisé hors de la région, elle souffrait de démence, une vraie démence. Laurent avait la procuration. Au moment où Élise est décédée, sa succession était presque vide. Laurent avait dit que les frais de soins avaient tout consommé. Des années plus tard, Sophie a commencé à poser des questions. Les chiffres ne collaient pas. Quand elle l'a confrontée, la conversation s'est mal terminée. Elle n'a pas donné de détails. Elle n'en avait pas besoin. Les schémas ne se répètent pas par accident. J'ai dit la vérité à Sophie, je lui ai dit que je ne pouvais pas la protéger, mais que je pouvais dire au procureur qu'elle avait coopéré si elle était prête à témoigner honnêtement. Elle a accepté, pas parce qu'elle voulait se venger, mais parce qu'elle était fatiguée de porter ce fardeau. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, l'histoire a enfin pris tout son sens. Ma mère n'était pas l'architecte, elle était l'instrument. Laurent avait vu une opportunité. Une femme vieillissante, un léger déclin cognitif, une fille désespérée de renouer le lien, une autre fille isolée et facile à discréditer. Et il avait joué avec elles toutes. De retour à mon appartement, Damien m'attendait. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, il n'a pas demandé ce qui se passerait ensuite. Il a demandé, depuis combien de temps sais-tu faire ça? Toute ma vie, j'ai répondu. Parce que ma grand-mère ne m'avait pas seulement appris à gérer un budget. Elle m'avait appris à voir ce que les gens essayaient de cacher. Et Laurent Girard avait laissé des empreintes partout. Il n'avait juste pas réalisé que quelqu'un regardait enfin. La déposition était prévue un mardi matin. Maître Vallet avait choisi l'heure délibérément, assez tôt pour être intimidant, assez tard pour s'assurer que j'avais le temps de m'inquiéter. Il présentait cela comme une routine, juste une chance de clarifier quelques points avant l'audience. C'était parfait. La routine était le moment où les gens baissaient leur garde. Je suis arrivée 10 minutes en avance, habillée simplement. Pas de veste, pas de bijoux voyants, rien qui ne suggère la confiance ou l'autorité. Je voulais ressembler exactement à ce que ma mère attendait de moi. Petite, fatiguée, incertaine.
Elle est apparue sur l'écran vidéo quelques minutes plus tard, assise à côté de Laurent. Elle n'a pas souri en me voyant. Elle n'en avait pas besoin. Elle pensait qu'elle avait déjà gagné. Maître Vallée a commencé par des questions faciles. Mon nom, mon âge, mon éducation. J'ai une licence en comptabilité, ai-je dit. Où avez-vous étudié? À l'université locale. Il a hoché la tête, a griffonné quelque chose et a continué. Il n'a jamais demandé ce que j'avais fait de ce diplôme. Il n'a jamais demandé depuis combien de temps j'exerçais. Il n'a jamais demandé pourquoi j'avais été appelé comme témoin dans d'autres affaires. Cet aveu compterait plus tard. Quand il a posé des questions sur mes antécédents de santé mentale, je n'ai pas scié. Oui, j'ai dit, j'ai vu un conseiller brièvement à l'adolescence. Pourquoi donc? Mes parents ont divorcé. Comment avez-vous réagi à ce divorce? J'ai eu des difficultés temporaires. Je n'ai pas donné plus d'explications. Je n'ai pas contextualisé. Je ne me suis pas défendu. J'ai répondu comme quelqu'un qui n'avait plus rien à dire. Du coin de l'écran, j'ai vu ma mère se détendre. Laurent s'est adossé à sa chaise. Sophie, assise plus loin, gardait les yeux fixés sur la table. Maître Vallée a tenté à nouveau. Avez-vous déjà reçu un diagnostic de maladie mentale? Non. Avez-vous déjà été hospitalisé? Non. Avez-vous déjà été déclaré inapte à gérer vos propres affaires? Non. Chaque réponse était nette, ennuyeuse, sans émotion. Je sentais que la salle perdait de l'intérêt pour moi. C'était le but. Les gens sous-estiment ceux qui ne réclament pas d'attention. 2 heures plus tard, Maître Vallée a conclu la déposition avec un sourire poli. Il m'a remercié pour ma coopération. Il a dit que nous verrions ce que la juge en penserait. Quand l'appel a pris fin, j'ai expiré pour la première fois de la matinée. Hélène m'a regardé attentivement. Il pense que tu abandonnes, a-t-elle dit. Je sais, j'ai répondu, c'est pour ça qu'ils vont tomber droit dedans. Au cours des 2 semaines suivantes, nous n'avons rien fait qui puisse paraître agressif. Pas de requête, pas d'accusation, pas de révélation soudaine. Nous avons laissé le silence faire son œuvre. Pendant ce temps, Hélène a discrètement transmis l'authentification falsifiée au procureur de la République. Elle n'a pas insisté. Elle n'a pas dramatisé. Elle leur a simplement demandé d'y jeter un œil. Ils l'ont fait. Je ne savais pas à quelle vitesse ils avançaient. Je n'en avais pas besoin. J'avais confiance dans le processus, de la même manière que ma grand-mère avait confiance dans ses grands livres. Lentement, patiemment, avec des preuves. La veille de l'audience, Damien m'a demandé si j'étais nerveuse. J'y ai réfléchi. Je ne suis pas nerveuse, j'ai dit, je suis prête, car il y a une différence. La nervosité vient de l'incertitude. La préparation vient de la certitude. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à Amboise une dernière fois. Je ne suis pas entrée dans la maison. Je suis juste restée dans la voiture, garée en face, me rappelant comment ma grand-mère s'asseyait sur le porche avec une tasse de café chaque dimanche matin, équilibrant ses comptes à la main. Elle ne se précipitait jamais. Elle vérifiait toujours 2 fois. J'ai compris maintenant qu'elle ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Elle m'avait laissé une méthode. Le lendemain matin, la salle d'audience s'est remplie rapidement, non pas de spectateurs, mais de tension. Les gens sentent quand quelque chose est sur le point de se briser, même s'ils ne savent pas pourquoi. Ma mère est arrivée en retard, confiante. Laurent suivait, posé. Maître Vallée brassait ses papiers comme un homme qui croyait connaître la fin de l'histoire. Je me suis assise tranquillement à côté d'Hélène. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines histoires se déroulent lentement, pourquoi les détails comptent, pourquoi le silence peut être plus fort que les accusations, c'est parce que des moments comme celui-ci ne s'annoncent pas, ils se révèlent. Et si vous avez suivi de près, en remarquant les petits changements au lieu d'attendre les feux d'artifice, vous savez déjà ce qui va suivre. Parce que la juge n'avait pas encore posé sa question, et une fois qu'elle l'aurait fait, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Les tribunaux ont leur propre rythme. La plupart des gens ne le remarquent pas. Ils se concentrent sur les arguments, les voix qui s'élèvent, les éclats occasionnels.
Mais quand on y a passé assez de temps, on apprend que les vrais tournants sont silencieux. Ils arrivent dans la pause entre deux phrases, dans la façon dont un juge cesse de prendre des notes, dans une question posée un peu trop calmement. L'audience a commencé exactement comme Maître Vallée s'y attendait. Il s'est levé, a boutonné sa veste et s'est lancé dans un récit poli sur une mère inquiète essayant de protéger un héritage vulnérable. Il a parlé de la distance, des regrets, d'une fille qui avait lutté émotionnellement pendant la majeure partie de sa vie. Ma mère hochait la tête au bon moment. Laurent gardait ses mains croisées, les yeux baissés, pratiquant la retenue. Maître Vallée ne m'a pas regardé une seule fois pendant qu'il parlait. Il n'en avait pas besoin. Dans sa version de l'histoire, j'étais déjà un objet, pas une personne. Quand il a fini, la salle semblait étrangement légère, comme si tout le monde avait été convaincu que la partie la plus difficile était passée. La juge Éléonore Vasseur est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Elle a tourné une page du dossier, ajusté ses lunettes, levé les yeux. Son regard est allé vers Maître Vallée. « Maître, a-t-elle dit, avant d'aller plus loin, je dois vous demander quelque chose. » Maître Vallée s'est redressé, confiant. « Oui, madame la juge. » Elle s'est penchée légèrement en avant, pas de manière agressive, pas de manière théâtrale, juste assez pour changer l'air dans la salle. « Avez-vous vraiment la moindre idée de qui est cette femme ? » Maître Vallée a cligné des yeux. « Je ne suis pas sûr de comprendre, » a-t-il dit prudemment. La juge Vasseur a tourné son regard vers moi pendant une demi-seconde, assez longtemps pour enregistrer une reconnaissance, puis est revenue vers lui. « La femme que votre cliente me demande de déclarer mentalement inapte, a-t-elle continué, savez-vous quoi que ce soit sur son parcours professionnel ?» Maître Vallée a jeté un coup d'œil à ses notes. « C'est une comptable, a-t-il dit, elle travaille localement. » La juge n'a pas répondu tout de suite. Ce silence s'est étiré. 5 secondes, 10 secondes. Assez de temps pour que l'inconfort s'installe. Elle s'est tournée vers Hélène. « Maître Ward, a-t-elle dit, aimeriez-vous clarifier la situation ?» Hélène s'est levée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas dramatisé. « Madame la juge, a-t-elle dit, ma cliente est une experte comptable judiciaire spécialisée dans la fraude financière. Elle est experte en exploitation financière des personnes âgées. Elle a témoigné comme expert dans des dizaines d'affaires, dont beaucoup dans ce même tribunal. » La tête de Maître Vallée s'est redressée brusquement. La mâchoire de Laurent s'est contractée. Ma mère s'est figée. La juge Vasseur a hoché la tête lentement comme pour confirmer quelque chose qu'elle savait déjà. « Merci, a-t-elle dit, cela correspond à mes souvenirs. » Maître Vallée a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La juge s'est tournée de nouveau vers lui. « Maître, a-t-elle dit, compte tenu de ces informations, je suis curieuse de savoir pourquoi rien de tout cela n'apparaît dans vos conclusions. » Maître Vallée a dégluti. « Cela ne semblait pas pertinent pour la requête, madame la juge. » « Au contraire, » a répliqué la juge, sa voix toujours calme, « cela semble extrêmement pertinent. » Elle a fait un geste vers Hélène. « Maître Ward, vous pouvez poursuivre. » Hélène ne s'est pas précipitée. Elle s'est dirigée vers la table des preuves et a placé un dossier unique devant le greffier. Des copies ont été distribuées à la juge, à l'avocat adverse et à ma mère. Hélène a commencé par les relevés bancaires, les dates, les montants, les schémas. Elle a guidé le tribunal à travers chaque retrait, c'est au total, chacun ayant eu lieu dans les jours suivant les visites documentées de ma mère chez René Morel. Elle n'a pas accusé. Elle n'a pas spéculé. Elle a laissé les chiffres parler. Le visage de Maître Vallée s'est décomposé alors qu'il suivait les documents. Il s'est penché plus près des dossiers, tournant les pages de plus en plus vite. Hélène est passée à la procuration. Elle a souligné l'authentification, le nom, la date. Puis elle a soumis la preuve du départ à la retraite du notaire. La salle est devenue totalement immobile. Laurent fixait droit devant lui. Ma mère a secoué la tête une fois, brusquement, comme si le déni seul pouvait effacer l'encre et le papier. Hélène n'avait pas fini. Elle a présenté le journal. Des extraits ont été lus à haute voix, avec soin, avec respect. Les mots de ma grand-mère préservés exactement comme elle les avait écrits. Confusion,
honte, peur, documentation. J'ai regardé le visage de ma mère changer, pas de culpabilité, mais d'indignation. Pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour avoir été découverte. Hélène a conclu en soulignant que le schéma s'étendait au-delà de cette succession. Les similitudes, les questions sans réponse, les signalements déjà en cours. Elle s'est rassise. La juge Vasseur a retiré ses lunettes et les a posées sur le bureau. Elle a regardé Maître Vallet. Avez-vous une réponse? Maître Vallet s'est levé lentement. Sa voix était plus ténue maintenant. Madame la juge, a-t-il dit, nous aimerions demander une brève suspension de séance pour nous entretenir avec notre cliente. La juge a hoché la tête une fois. Accordé. Alors que l'avocat se penchait vers ma mère et lui chuchotait quelque chose d'urgent, elle m'a enfin regardé, m'a vraiment regardé pour la première fois en 19 ans. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai juste attendu parce que la question avait déjà été posée et qu'elle avait tout changé. La suspension a duré exactement 12 minutes. Je le sais parce que je les ai toutes comptées. Maître Vallet restait penché vers ma mère, parlant rapidement, sa confiance envolée, sa voix aigre par l'urgence. Laurent ne disait rien. Il fixait le vide, la mâchoire serrée, comme un homme qui avait déjà calculé ses pertes et décidait lesquelles il pourrait survivre. Sophie restait assise à l'autre bout du banc, les mains croisées sur ses genoux, immobile. Quand l'audience a repris, Maître Vallet s'est levé. Madame la juge, a-t-il dit en se raclant la gorge, après consultation avec ma cliente, nous souhaitons retirer la requête. Un murmure a parcouru la salle. Pas de la surprise, du soulagement. Le genre de soulagement qui vient quand les gens pensent qu'une chose désagréable vient d'être proprement réglée. La juge Vasseur ne partageait pas ce sentiment. Elle a regardé l'avocat pendant un long moment, puis a secoué la tête. Non, a-t-elle dit calmement, cela n'arrivera pas. Maître Vallet a cligné des yeux. Madame la juge, compte tenu des preuves présentées, a continué la juge, ce tribunal n'est pas prêt à laisser simplement cette affaire disparaître. Ce qui a commencé comme une procédure de succession soulève maintenant de graves préoccupations d'exploitation financière et de fraude. Ma mère a ouvert la bouche. La juge Vasseur a levé la main. Madame Leroux, vous avez assez parlé aujourd'hui. Un silence épais, définitif, s'est installé. La juge a commencé à énumérer les mesures prises. Sa voix était mesurée, précise. La requête était rejetée. Les preuves seraient transmises au procureur de la République. Des copies seraient envoyées aux autorités compétentes pour un examen plus approfondi. Chaque phrase tombait comme une porte qui se ferme. Maître Vallet ne disait plus rien. Laurent a finalement bougé sur son siège, un mouvement subtil qui ressemblait presque à de la résignation. Ma mère restait pétrifiée, les mains serrées sur ses genoux, les yeux écarquillés, non pas de peur, mais d'incrédulité. Elle était venue ici en attendant de prendre le contrôle, elle repartait avec les conséquences. La juge Vasseur a terminé, a signé l'ordonnance et m'a regardé directement. Mademoiselle Morel, a-t-elle dit, vous pouvez disposer. C'était tout. Pas de coup de marteau spectaculaire, pas de cris, pas de confrontation dramatique, juste du papier, de l'encre et une décision finale. À l'extérieur de la salle, l'air semblait différent, plus léger, comme une pression qui se libère après des mois de tension. Damien m'attendait dans le couloir. Quand il a vu mon visage, il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il savait. Hélène s'était écartée pour passer un appel téléphonique. Je n'ai capté que des fragments de ses paroles. Oui, déjà transmis, exactement ce dont nous avions discuté. Maître Vallet est passé devant nous sans croiser mon regard. Laurent a suivi, les épaules raides, les yeux fixés droit devant lui. Ma mère traînait derrière eux, désorientée, serrant son sac à main comme s'il pouvait l'ancrer à la réalité. Sophie s'est arrêtée. Elle m'a regardé une fois, juste une fois, puis elle a hoché la tête. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Mademoiselle Morel, a dit la voix, ici le capitaine Mendès de la brigade financière. Elle n'a pas perdu de temps. Elle m'a dit qu'ils avaient examiné les éléments, que les schémas remontaient plus loin que je ne le pensais, que l'historique financier de Laurent Girard soulevait des inquiétudes majeures.
Ils avancent plus vite quand la paperasse est propre, a-t-elle ajouté, la vôtre est impeccable. En 1 semaine, des citations à comparaître ont été émises. En 2 semaines, des comptes ont été gelés. En 3 semaines, des arrestations ont eu lieu. Fraude, usage de faux, exploitation de personnes vulnérables. L'acte d'accusation comptait 18 pages. Laurent a été placé en garde à vue le premier. Ma mère a suivi quelques heures plus tard. Leur maison a été perquisitionnée. Des documents saisis, des disques durs collectés. Sophie a pleinement coopéré. Elle a témoigné, elle a remis des dossiers, elle a répondu à des questions qu'elle gardait en elle depuis des années. Le procès a eu lieu des mois plus tard. Je n'ai pas assisté à la majeure partie des audiences. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà fait ma part. Quand le verdict est tombé, j'étais à mon bureau. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Ma mère a été condamnée à 5 ans. Laurent a reçu une peine plus lourde. Des restitutions ont été ordonnées, des actifs saisis, des propriétés liquidées, tout ce qui avait été bâti sur de l'argent volé s'est effondré exactement comme cela arrive toujours, calmement, totalement et sans merci. La succession de ma grand-mère a enfin été réglée cet été-là. J'ai gardé la maison d'Amboise. Certaines choses ne sont pas faites pour être vendues. Le dimanche, Damien et moi nous asseyons parfois sur le porche avec un café. J'apporte mon ordinateur, il apporte un livre. Le monde avance doucement là-bas, comme ma grand-mère l'aimait. Mon cabinet m'a réintégré la semaine suivant l'audience. Ma première affaire à mon retour concernait une femme âgée dont le neveu avait pris près de 90 000 € sur son compte de retraite. Nous avons tout récupéré. Les gens pensent que la justice est bruyante, qu'elle s'annonce avec fracas. Ce n'est pas le cas. La justice fonctionne de la manière dont ma grand-mère m'a appris à vivre. Avec soin, avec patience, un document à la fois. La partie la plus difficile est venue après que tout soit terminé. Pas les arrestations, pas le verdict, pas même la condamnation. C'était le silence. Quand le bruit s'est arrêté, quand l'histoire a pris fin, quand il n'y avait plus rien à prouver, j'ai été forcée de faire face à ce qui restait. Et ce qui restait était une vérité que ma mère n'avait jamais comprise à propos de moi, de ma grand-mère et du silence lui-même. Les gens supposent que le silence signifie la faiblesse. Ils pensent que la voix la plus forte appartient à la personne la plus puissante dans la pièce. Ma mère croyait cela. Elle croyait que si elle parlait la première, si elle parlait le plus longtemps, si elle parlait avec assez de certitude, le monde s'organiserait autour de sa version des faits. Elle avait toujours vécu ainsi. Quand mon père est parti, elle a rempli la maison de bruit, d'arguments, d'accusations, de déclarations. Quand elle s'est remariée, elle a annoncé sa nouvelle vie comme si le volume seul pouvait effacer l'ancienne. Et quand elle est venue pour l'héritage, elle a fait la même chose. Elle a rempli les dossiers du tribunal de Meaux. Elle a rempli les audiences de revendication. Elle a rempli l'air de certitude. Ce qu'elle n'a jamais remarqué, c'est que ma grand-mère m'avait appris le contraire. Renée Morel croyait en la retenue. Elle croyait que la vérité n'avait pas besoin d'être bruyante si elle était précise. Que les documents comptaient plus que les explications, que la patience durait plus longtemps que la force. Elle s'asseyait à la table de la salle à manger chaque dimanche matin, son café refroidissant à côté d'elle, équilibrant méthodiquement ses comptes. Elle ne se précipitait pas. Elle ne supposait rien. Elle vérifiait tout 2 fois. Quand elle a réalisé que sa fille l'avait trahi, elle ne l'a pas confrontée. Elle n'a pas argumenté. Elle ne me l'a même pas dit. Elle a tout documenté. Ce choix m'a sauvée. Après le procès, j'ai visité la maison d'Amboise seule pour la première fois. J'ai parcouru chaque pièce lentement, touchant les surfaces familières, l'accoudoir usé du canapé, le coin ébréché du plan de travail de la cuisine, l'étagère où elle gardait ses vieux cahiers. Dans la chambre du fond, j'ai ouvert le tiroir de la commode où elle gardait des enveloppes de reçus. Ils étaient toujours là, jaunis par le temps, soigneusement étiquetés de sa calligraphie appliquée. Électricité, eau, courses, des décennies d'ordre silencieux. Mon téléphone a vibré pendant que je me tenais là. Un message d'Hélène m'informant que les derniers documents administratifs avaient été déposés. Tout était terminé.
Je me suis assise sur le bord du lit et je me suis autorisée à le ressentir. Pas du triomphe, pas du soulagement, mais quelque chose de plus stable, l'équilibre. Le monde avait de nouveau basculé dans la bonne direction. Quelques semaines plus tard, mon cabinet a tenu une petite réunion. Pas de discours, pas d'excuses essayant d'expliquer le doute passé. Juste un avis de réintégration et une reconnaissance discrète qu'ils avaient eu tort de m'écarter sans preuve. Ma première affaire à mon retour m'a rappelé pourquoi je faisais ce travail. Une femme âgée, un parent de confiance, de l'argent disparu, des mensonges familiers. Nous avons suivi le même processus. Documents, chronologie, preuves. Ça a fonctionné. Ça fonctionne toujours. Damien et moi n'avons pas beaucoup parlé de ma mère après cela. Il n'y avait plus rien à dire. Certaines personnes n'ont pas besoin de conclusion, elles ont besoin de distance. Nous avons trouvé la nôtre dans la routine. Faire les courses le dimanche, de longues marches après le dîner, des soirées calmes qui semblaient méritées. Un après-midi, une lettre est arrivée du centre pénitentiaire où ma mère était détenue. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai remise à Hélène. Elle l'a lue et l'a résumée en une phrase. Des excuses, a-t-elle dit, et de l'apitoiement sur soi. C'était suffisant. Certaines pistes de papier ne valent pas la peine d'être suivies. J'ai gardé le journal de ma grand-mère, mais plus comme une preuve. Je le garde parce que c'est sa voix. Parce qu'il me rappelle que la force ne ressemble pas toujours à une confrontation. Parfois, elle ressemble à de la préparation. Parfois, elle ressemble à de l'attente. Ma mère pensait que j'étais faible parce que je ne l'avais pas combattue immédiatement. Elle pensait que j'étais brisée parce que je ne lui criais pas dessus. Elle pensait que je m'effondrerais sous la pression parce que c'est ce qu'elle aurait fait. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que je n'ai pas été élevée par elle. J'ai été élevée par une femme qui connaissait le pouvoir de la certitude tranquille. Une femme qui croyait que si l'on gardait ses registres, si l'on vérifiait ses faits et si l'on faisait confiance au temps pour faire son œuvre, la vérité finirait par faire surface d'elle-même. Et c'est ce qui est arrivé. Pas avec fracas, pas avec vengeance, mais avec clarté. La dernière chose que ma grand-mère m'a laissée n'était pas la maison. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était même pas le journal qui m'avait sauvée. C'était la perspective. Des mois après la sentence, la vie s'est installée dans quelque chose de stable. Pas parfait, pas dramatique, juste honnête. Le genre de calme qui ne semble pas vide, mais mérité. Un soir d'octobre, Damien m'a demandé si je voulais sortir dîner. Rien de spécial, a-t-il dit, juste un endroit familier. Nous avons fini dans un petit restaurant sans prétention juste à l'extérieur de la ville. Le genre d'endroit que les gens sous-estiment, du vin simple, des corbeilles de pain à volonté, un éclairage tamisé qui cache les défauts au lieu de les souligner. C'était là que nous avions eu notre premier rendez-vous des années plus tôt. Au milieu du repas, Damien a glissé la main dans la poche de sa veste. Il n'a pas fait de discours. Il ne s'est pas mis à genoux tout de suite. Il m'a juste regardé et a dit, « Je pense que nous avons déjà prouvé que nous pouvions survivre au pire, j'aimerais faire le reste avec toi. » Quand il a ouvert la boîte, j'ai senti quelque chose de chaleureux m'envahir. Pas de la surprise, mais de la reconnaissance. Ma grand-mère l'aurait aimé. Elle disait toujours que j'avais besoin de quelqu'un de stable, quelqu'un qui ne confondrait pas le chaos avec la passion, quelqu'un qui ne disparaîtrait pas quand les choses deviendraient inconfortables. J'ai dit oui. Nous ne l'avons pas publié en ligne. Nous ne l'avons pas annoncé bruyamment. Nous l'avons dit aux gens lentement, une conversation à la fois, de la façon dont les bonnes choses méritent d'être partagées. Quelques semaines plus tard, j'ai passé un autre week-end à Amboise. J'ai fini de vider les derniers cartons au grenier. De vieux cahiers de cours, des photographies, des décorations de Noël enveloppées dans des journaux vieux de plusieurs décennies. Au fond d'un carton, j'ai trouvé une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple fiche cartonnée, avec l'écriture de ma grand-mère. On pouvait y lire, « Si tu lis ceci, cela signifie que tu t'es fait confiance. » Je me suis assise sur le plancher du grenier et j'ai ri à travers mes larmes parce qu'elle avait raison. Se faire confiance avait été la partie la plus difficile. Pas l'enquête, pas la salle d'audience,
pas même rester silencieuse pendant que ma propre mère essayait de m'effacer. C'était croire que je n'avais pas besoin de me précipiter, que je n'avais pas besoin de tout expliquer à tout le monde. Que la vérité ne nécessitait pas de mise en scène. La maison d'Amboise est toujours à moi. Nous y allons certains week-ends quand le monde semble trop bruyant. Damien lit sur le porche. Je travaille à la table de la salle à manger où ma grand-mère s'asseyait autrefois. Un café à mes côtés, mes tableaux ouverts. Pas parce que je le dois, mais parce que je m'y sens chez moi. Mon travail continue. Il y a toujours de nouvelles affaires, de nouvelles familles, de nouvelles versions de la même vieille histoire, quelqu'un de vulnérable, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui pense que personne ne fait attention. Il se trompe. À chaque fois. Les gens me demandent parfois comment je suis restée calme à travers tout cela, comment je ne me suis pas perdue dans la colère, comment je ne me suis pas effondrée quand les accusations venaient de ma propre mère. Je leur dis la vérité. Je ne suis pas restée calme parce que j'étais forte. Je suis restée calme parce que j'étais préparée. Parce que j'ai été élevée par une femme qui croyait au reçu, aux chronologies et au fait de noter les choses même quand ça faisait mal, et surtout quand ça faisait mal. Ma mère pensait que le silence signifiait la faiblesse. Elle pensait que la patience signifiait la reddition. Elle pensait que le volume pouvait remplacer la vérité. Elle avait tort. Le silence peut être une stratégie. La patience peut être une puissance. Et la vérité, la vraie vérité, n'a pas besoin d'être défendue.